Les livres les plus importants, enfin les plus grands en tout cas, les plus volumineux, ont tous été commencés vers la 20e année. Est-ce que je peux vous demander pourquoi De Créancourt est devenu Yourcenar? Les gens qui entrent en religion changent de nom. On change de nom, je crois, dans la Légion étrangère, et en général dans toutes les professions qu'on prend avec un sentiment d'aventure, et pour se séparer d'un certain mode de vie. Et je crois que c'est assez bon aussi pour l'écrivain de changer de nom. Et par conséquent, très jeune, j'ai eu cette idée, j'ai joué avec les lettres de mon nom, j'ai pris cet anagramme, c'est tombé comme ça. Un anagramme qui a une petite consonance étrangère. On a du mal à penser que c'est un grand écrivain français qui se cache là derrière. Oui, mais enfin, il y a d'autres exemples. Il y a Stendhal, qui est un nom franchement germanique, pour Monsieur Bell. Est-ce qu'il y avait dans votre esprit aussi une façon de mettre une grande distance entre votre famille et vous? Certainement, certainement. Je crois que l'écrivain gagne à être le moins lié possible. Est-ce que votre père voyait d'un mauvais œil que Non, vous pas du tout, il lanciez était enchanté, il m'a aidé à faire l'anagramme. Tout ce qui était jeu l'amusait. J'avais 18 ans, vous comprenez. Devant la variété de votre œuvre, enfin, il y a des essais, Oui. des romans historiques, des traductions, devant les nombreux personnages aussi que vous avez créés, je pense à Adrien, Zénon, Alexis, on peut se demander quel lien existe entre tout cela. Il y a certainement un lien, mais comme dans les événements de notre vie, c'est excessivement difficile pour la personne elle-même de se rendre bien compte. Tout ça est trop compliqué, trop complexe. Le lien, puisque vous prenez Alexis, Adrien, Zénon, dans l'ordre chronologique où ils ont été écrits, je crois que le lien est la recherche d'une certaine vérité. En se plaçant naturellement chaque fois sur des plans très différents. Alexis est un roman intime. Alexis tâche de sortir des idées qui lui ont été inculquées, des contraintes auxquelles il a été forcé. Mais en somme, ce qu'il fait très modestement, à sa manière, en analysant sa situation et en tâchant d'en sortir, c'est une œuvre noire, déjà. Adrien fait au fond la même chose, mais il est continuellement, comment dirais-je, retenu dans la réalité immédiate par son métier d'empereur. Un peu comme Zénon est retenu par son métier de médecin. Et du reste, Alexis par son métier de musicien. Il y a toujours cela, il y a la recherche et il y a le service. Est-ce que ça correspond à une recherche personnelle chez vous? Si vous voulez dire que si vous voulez me demander si je fais la même chose, bien sûr, oui. Vous dites « j'aime Zénon comme un frère ». Est-ce que vous êtes véritablement très attaché à ce personnage-là? Je suis vraiment et très pourquoi? attaché à ce personnage. Oh, je suis également attaché à d'autres, mais enfin, devant l'empereur, on se sent toujours un petit peu une secrétaire, ou tout au plus, enfin, une confidente dans la coulisse. Tandis que Zénon, au contraire, est un homme qui a vécu dans une époque aussi troublée que la nôtre, qui a eu des hauts et des bas, enfin, que nous pouvons parfaitement installer en face de nous, qui nous comprendrait comme nous le comprenons. Parlons d'Adrien maintenant, puisque c'est lui en fait qui vous a fait connaître au grand public. Oui. Il est né pour nous en 51. Vous dites que vers la 20e année, il était très présent en vous déjà. Oui, par une sorte de hasard. En surface, tout est hasard. En profondeur, je n'en sais rien. Mais je me suis trouvée à la Villa Adriana, qui était très belle dans ces années-là. Elle l'est encore, mais on l'a un peu trop restaurée. Et on a coupé un peu trop d'arbres pour faire un parking. À cette époque-là, c'était un endroit merveilleux, un château enchanté. Et bien entendu, je suis remontée de la villa, c'est Adrien qui avait construit cette villa. J'ai lu quelques textes, je me suis dit qu'il serait très beau d'écrire une méditation sur Adrien. À 20 ans, ce serait resté une méditation poétique. Quelque chose comme Feu, probablement. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas tout à fait assez. J'ai recommencé ce travail en 1936, puis naturellement la guerre est venue m'interrompre. Et il s'est produit ceci, que la guerre, le drame du monde, etc.,
m'a donné une conception beaucoup plus grande d'Adrien en tant qu'empereur, en tant que prince. L'homme qui a rétabli la paix, l'homme qui porte sur ses monnaies le nom des provinces restituées à elles-mêmes. Alors tout cela devenait aussi intéressant en dehors de la vie personnelle d'Adrien et des goûts artistiques d'Adrien. Est-ce que les premières versions, si je puis dire, d'Adrien existent encore? Absolument pas. Rien n'est plus embrouillant pour un écrivain que de garder des premières versions. Il y a un manuscrit de la 3e version d'Adrien, écrite dans un train, et à peu près incompréhensible, illisible et incompréhensible, mais c'est tout de même la première version de la 3e version. C'est le brouillon de la 3e version. Pourquoi illisible, incompréhensible? Oh, parce que c'était écrit par un train qui a une grande vitesse, qui passait en grande vitesse à travers le Colorado. Et ensuite, parce que j'étais, moi, dans une espèce d'état d'enthousiasme qui me faisait écrire n'importe comment et presque n'importe quoi. Adrien vous a enthousiasmé? Je ne sais pas si c'est un état d'esprit d'écrivain, comme dirait Paul Valéry. Il m'a profondément intéressé. Tous ces documents que vous avez regardés à la loupe, ces gravures, ces sculptures, tout ça, c'était en fait un labeur de combien d'années? Pour Adrien, on ne peut pas mesurer les années, parce qu'à partir de l'époque où, à 20 ans, je me suis dit j'aimerais écrire quelque chose sur Adrien, j'ai évidemment regardé dans tous les musées du monde ce qui concernait Adrien. Et j'ai réuni des textes. J'ai perdu ma documentation en 1939. Elle est restée à Paris dans un appartement pillé par différentes troupes qui ont été cantonnées là. Et je l'ai refaite alors, cette documentation, aux États-Unis dans des bibliothèques, entre 48 et 51. Pour Adrien, la documentation est immense, parce qu'Adrien vit à une époque déjà assez tardive de l'Empire romain. Les grands historiens que tout le monde connaît, Tacite, Suétone, etc., ont déjà disparu, n'écrivent plus. Et par conséquent, il faut chercher les documents sur Adrien dans toute espèce de textes, quelquefois des textes juifs, parce qu'Adrien ayant fait la guerre contre Israël, il y a pas mal d'allusions à Adrien, favorables ou pas, dans les textes hébraïques de l'époque. Des textes grecs traduits en syrien, enfin il y a toute espèce de choses, et surtout les inscriptions. On peut dire que c'est par les inscriptions que les historiens modernes ont retrouvé Adrien. Parce que jusque-là, c'était un personnage qui était nommé dans des historiens tardifs de Rome, qu'on ne lit pas beaucoup. Mais cette malle d'inscriptions indiquant ses voyages, ses travaux dans différentes provinces, ses dons, ses constructions de villes, etc., a donné une idée infiniment plus riche même de sa personnalité. Et on peut presque le suivre pas à pas. Et pour Zénon, le héros de l'œuvre au noir, comment avez-vous procédé? Eh bien, il est certain que, ayant commencé à penser à Zénon, parce que j'avais trouvé son nom dans un recoin très éloigné d'une généalogie familiale, le nom est courant d'ailleurs en France. On pense toujours que, en France du Nord, on pense toujours que j'ai choisi le nom à cause d'un certain philosophe grec. Évidemment, il me plaisait que mon personnage ait un nom de philosophe grec, mais il y a eu pas mal de Zénons, et il y en a encore. On m'a signalé un vieux monsieur qui s'appelle Zénon, quelque part dans un coin de la Flandre d'aujourd'hui. C'est un nom à la mode dans ce pays-là. Et du moment que j'ai commencé à penser à ce personnage vers l'âge de 20 ans, j'ai immédiatement, même lorsque j'ai abandonné le projet, ça m'avait lancé dans l'étude de la Renaissance, et j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le XVIe siècle. Et évidemment, lorsque j'ai repris le projet en 56, et puis alors en 60, pour aller jusqu'au bout et le terminer en 65, j'ai cherché alors des documents plus particuliers, par exemple des procès d'époque, pour me rendre compte comment je pouvais construire le procès de Zénon. Et alors c'est là que, comme il s'agissait quelquefois de livres introuvables, les bibliothèques américaines m'ont beaucoup aidé. Je crois qu'enfant, j'aurais eu plus de mal à me faire prêter, et non seulement prêter dans une bibliothèque, mais à me faire prêter ici pour quelques mois, quelquefois, des documents devenus presque introuvables. L'œuvre au noir vous a valu le prix Femina en 68. Oui. Est-ce que vous êtes sensible à ces témoignages, à la gloire littéraire, au brouhaha qu'on peut faire autour de vous? Ça fait toujours plaisir.
Mais évidemment, on se rend compte qu'il y a là-dedans beaucoup de mode, beaucoup de hasard, de chance heureuse. Enfin, c'est en somme, je ne dirais pas que ce n'est pas pour ça qu'on écrit, parce que quand on écrit et qu'on publie, c'est évidemment qu'on désire communiquer. Donc on est content de communiquer. Maintenant, jusqu'à quel point communique-t-on vraiment? Jusqu'à quel point les gens vous lisent-ils et comprennent? Ça, c'est une question qu'on peut se poser pour tout le monde. Vous avez des doutes sur la façon dont vous êtes comprise? Quelquefois, parce que j'ai des doutes aussi sur la façon dont les plus grands écrivains sont compris, alors pourquoi pas moi? Vous pensez à votre public? Non. Non, parce que ce serait très dangereux. Comment ça? Il faut penser à l'œuvre elle-même. Il faut penser à faire le mieux possible, à façonner le mieux possible cet objet que vous avez dans les mains. Un point, c'est tout. Mais dès qu'on s'ajuste à un public, ça devient très dangereux. C'est du reste la grande différence entre la correspondance et une œuvre écrite vraiment pour l'œuvre. Quand on écrit une correspondance, dès qu'on a mis mon cher ami sur la lettre, on commence à biaiser dans le sens des idées, des opinions, des habitudes de vie, etc. de la personne à qui on écrit. On ne peut pas lui présenter l'ensemble, on lui présente une face, celle qu'il est le plus capable de comprendre et d'apprécier du sujet. C'est Montaigne, je crois, qui disait « Je n'enseigne pas, je raconte ». Est-ce que c'est votre but aussi? Oui, je crois que Proust, puisque nous sommes dans les citations, a dit merveilleusement qu'une œuvre dans laquelle on mettait des dissertations morales ou enfin, des admonitions au lecteur était comme un objet, comme un cadeau sur lequel on avait laissé le prix. Naturellement, on pourrait peut-être prendre un point de vue différent. Par exemple, de nos jours, le public, quand je dis de nos jours, je dis vraiment de nos jours, dans les 10 ou 20 dernières années. Le public est devenu tellement vaste, et de culture, d'intérêt, enfin d'habitudes tellement variées, qu'il devient quelquefois nécessaire de mettre les points sur les i. De quelle façon aimeriez-vous que votre œuvre soit utile? C'est bien complexe, parce qu'on peut être utile de bien des manières. Une œuvre qui serait simplement écrite en très bon français serait déjà une œuvre très utile, en ce sens qu'elle soutiendrait une langue qui a besoin d'être soutenue. Le français se porte mal, à votre avis? Il est en danger, que certains, comme la plupart des langues d'ailleurs à notre époque, mais surtout le français. Donc il y a déjà ce niveau-là, le niveau de l'exactitude, de la perfection du langage, de la rigueur du langage, ce serait déjà une forme d'utilité. Il y a la transmission des idées et des sentiments qu'on croit vrais, ou leur présentation à travers des personnages pour montrer comment les choses se passent. Et il y a une espèce de chaleur humaine qui est nécessaire au lecteur, qui soutient le lecteur. Cependant, on ne peut pas dire que vos livres soient faciles. Vous adressez quand même, je vais dire un grand mot, à une élite pensante. Je crois qu'il ne faut jamais être facile, même quand on parle des enfants de 5 ans. Il faut toujours parler à un niveau un peu plus élevé que celui auquel on suppose arrogamment qu'ils sont. Car ils sont beaucoup peut-être plus profonds que nous ne pensons. Et le lecteur aussi. Il y a une sotte idée de la médiocrité du lecteur, qui malheureusement triomphe chez beaucoup d'éditeurs. Et ce lecteur, ce public moyen dont on nous parle toujours, il n'est nulle part. Il y a des individus. Il s'agit d'atteindre certains individus. J'ai vu encore quelque part que vous disiez que notre époque se racontait trop. On faisait un déballage. Oui, je suis tout à fait de cette opinion, parce que ce déballage n'est pas fait pour tâcher d'expliquer ce qui en est, de montrer aux autres une situation dans laquelle un individu peut se trouver, de tâcher de le rejoindre à travers des sentiments ou des idées communes. C'est simplement, très souvent, le bavardage d'un maniaque qui se laisse aller, ou d'un hystérique, qui se laisse aller à raconter ses petites histoires, et ennuie mortellement ses compagnons de bar, qui attendent seulement le moment où il se taira pour commencer à raconter la leur. Ça ne mène nulle part. Et une fois la porte du bar passée, c'est oublié. Et le nouveau roman, qui était tant à la mode il y a quelques années, est-ce que vous avez l'impression qu'on est là devant encore un échec? Je crois qu'on est là devant un échec, oui, parce que le nouveau roman a essayé une espèce de catalogage
qui n'est pas particulièrement nouveau d'ailleurs, parce qu'on peut le retrouver même chez des écrivains de la Renaissance, mais que ce dont le roman me paraît avoir besoin surtout, comme d'ailleurs la peinture de portrait, c'est de la réalité. Je sais bien que le mot réalité est très mystérieux. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Mais enfin, de ce qui frappe immédiatement les êtres, leur fait sentir leurs propres conditions humaines, et peut-être leur fait chercher plus loin. McLuhan, qui est un des penseurs de notre époque, a dit que le livre, je grossis, je simplifie, le livre était en mauvaise posture et que nous étions dans une civilisation de l'image. Est-ce que vous avez l'impression, à ce titre-là, que, dans le fond, votre œuvre risque fort de n'être lue par personne? Le nouveau, ce sont les carambolages de l'histoire dont on ne sait rien. Le Moyen-Âge a été une civilisation de l'image, beaucoup plus qu'une civilisation du verbe, tout au moins pour l'immense masse de l'humanité. Évidemment, les théologiens, dans leur coin, lisaient des traités de théologie. Mais le public connaissait l'histoire sainte à travers les images des cathédrales, les vitraux, les portails, etc., les enluminures. Et on se serait imaginé, et ça était bien près d'arriver, que toute la culture antique allait entièrement disparaître. Elle a été sauvée par quelques rares exemplaires qui sont restés manger des rats dans quelques bibliothèques de couvent. Et au XVe siècle, elle est ressortie avec violence, étouffant tout ce qui s'était passé dans la période précédente de près de 1000 ans. Donc on ne sait pas. Nous sommes encore dans une mode actuellement. Ce n'est pas seulement une mode et un mode de vie. Seulement les modes de vie ne sont pas du tout éternels. Il suffit d'avoir vécu même 40 ans, et j'ai vécu plus que ça, de beaucoup, pour voir que tout change, et que même les vêtements des femmes ou les idées qu'on croyait durables, les écrivains qu'on croyait célèbres, et ceux qu'on croyait au contraire médiocres, ont changé de position. Avez-vous jamais été influencé par des écrivains? Par des centaines d'écrivains. Mais plus particulièrement, je pense à ceux que vous avez dû fréquenter, Cocteau, Valéry. J'aimais beaucoup Cocteau, personnellement, et je crois qu'il y avait en lui des parties de très très grands poètes, même de voyants. Et il a aussi fait une espèce de jeu, de numéro de cirque, un peu par timidité, si l'on peut dire, cet homme qui paraissait si peu timide, pour couvrir ce qu'il y avait de plus profond en lui. Influencé, peut-être dans Feu, tout le monde à cette époque faisait les mêmes recherches verbales. Et il y a des recherches verbales dans Feu. Valéry, peut-être, mais Valéry surtout pour moi était une pierre, comment dirais-je, un stepping stone, je cherche le mot français, une passerelle pour vous ramener aux écrivains anciens que Valéry essayait de représenter. Je veux dire la clarté, la clarté d'une certaine pensée antique. Giraudoux? Non, j'aime pas beaucoup Giraudoux. Vous lui reprochez quoi? Une incurable frivolité. Et vous n'êtes pas frivole? Je n'aime pas beaucoup la frivolité, j'aime la gaieté. J'aime la fantaisie, ce n'est pas la même chose que la frivolité. Il n'est pas fantaisiste? Toujours avec un petit regard sur son public. Rilke, je crois, a eu sur vous une influence retardée, dites-vous. Bien qu'il m'a fallu très longtemps pour le comprendre, d'abord parce que je lis mal l'allemand, je le lisais à travers des traductions, et que j'ai senti peu à peu sa grandeur. Il me paraît un des très grands poètes du commencement du siècle, oui. Vous avez rencontré Virginia Woolf? Une fois seulement. J'avais, par hasard, parce qu'un éditeur m'avait demandé de le faire, et que j'étais à l'époque où l'on accepte avec plaisir des tâches plus ou moins mal ou bien payées, j'avais accepté de traduire Les Vagues de Virginia Woolf, que je considère encore comme son plus grand livre. Et un peu inquiète, enfin me disant comment traduire certaines choses, surtout certaines allusions à des poètes anglais, qui n'auraient rien donné pour des lecteurs français, et je me demandais quels équivalents trouver. Je suis allée la voir, elle m'a reçu excessivement aimablement, elle m'a montré le portrait de ses ancêtres français, car elle en avait, et elle était déjà terriblement sortie du monde. Là, nous étions à... En 38. Et elle est morte?
En 41, je en crois. 41, je crois. En tout cas, bouleversée par la guerre. Ben, elle avait été déjà beaucoup et souvent bouleversée. Ben, ce dernier choc a été de trop. Et elle a eu cette mort d'Ophélie, se jetant dans une petite rivière de l'Angleterre. Est-ce qu'on la sentait déjà Oh très oui, tout à fait, perturbée? tout à fait. On la sentait déjà très troublée. Et enfin, la dame de Chalotte, d'un poète anglais, qui regarde le monde à travers des miroirs, et dont on a l'impression qu'elle n'est jamais sortie de cette chambre, de cette chambre à miroir. Est-ce que pour vous ça a été un travail passionnant, c'est-à-dire est-ce que vous étiez très près de Virginia Woolf en tant qu'écrivain? Non, non. C'était un travail passionnant du point de vue langue, du point de vue style, de tâcher d'entrer dans cette composition différente, tout à fait comme pour un peintre. C'est passionnant techniquement d'aller copier un Mantegna ou un Picasso, pour voir comment ceux-là ont fait ce qu'ils ont fait. 20 fois sur le métier, remettez votre génie, a dit de Il a vous dit votre l'un ouvrage. de vous, on a dit remettez votre génie. Ces corrections constantes que vous apportez à votre œuvre nous étonnent, nous lecteurs. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous reprenez et vous reprenez encore. D'abord, ce n'est pas toute l'œuvre. Il y a des livres comme Alexis, comme Le Coup de grâce, qui n'ont jamais été retouchés. Pourquoi cela? Parce que je crois qu'ils étaient aussi bien que je pouvais les faire. Pas moyen, pas aucune raison de les retoucher. Je n'aurais pas pu faire mieux. Je ne dis pas qu'un autre avec le même sujet n'aurait pas pu faire mieux, en tout cas moi pas. Mais il y a d'autres livres, des livres plus longs, des livres plus complexes, vous avez certainement d'abord commencé trop tôt. À 20 ans, on n'est pas prêt pour écrire un livre sur Adrien qui meurt à 62 ans. On n'est pas prêt pour porter la destinée d'un homme comme Zénon, qui traverse un demi-siècle de difficultés et de désastres. Il y faut une longue Il expérience faut de une longue vie. expérience des livres et de la vie aussi. Et je me suis bien rendu compte que ça n'était pas bien. Dans certains cas, comme pour Zénon, j'avais publié une espèce d'ébauche. Et quand je l'ai relu 20 ans plus tard, j'ai évidemment été horrifié par la simplicité, la naïveté de ma technique, enfin le fait que je n'avais pas pensé à certaines objections très graves. Et par conséquent, je me suis dit qu'il fallait refaire ça. Beaucoup d'écrivains, quand ils ont l'impression qu'ils ont raté quelque chose, ça leur arrive, se tournent vers un autre livre, prennent un autre personnage, qui est généralement un décalque du premier. Ils le refont en changeant les noms. Tandis que pour moi, au contraire, mes personnages existant très fortement, quand je ne suis pas content de ce que j'ai fait sur eux, je refais à partir des mêmes matériaux. Vous n'êtes pas du tout de ces écrivains qui, une fois que le livre est terminé, ne veut plus en entendre parler, comme si on avait jeté son cri définitif. Non, ils sont toujours avec moi. Plus ou moins, mais enfin tous. Feu est un immense cri d'amour, quelque chose de tout à fait unique dans votre œuvre, et je crois le résultat, n'est-ce pas, d'une crise passionnelle. Oui. Seulement, remarquez que je suis tout de même resté fidèle jusqu'à un certain point à mes méthodes, en ce sens que une grande partie du livre présente des personnages plus ou moins mythiques et ne me présente pas moi-même. Et ensuite que ce cri d'amour, comme vous dites, se divise, se subdivise en toute espèce de cris différents. Il y a l'amour proprement dit comme Phèdre. Mais il y a l'amour de Dieu, Marie-Madeleine, si sensuel que soit d'ailleurs pour Marie-Madeleine l'amour de Dieu. Il y a le vertige intellectuel pour Phédon. Et pour Antigone, il y a l'amour de la justice. D'ailleurs, c'est un livre qui a cela de curieux pour moi, c'est qu'il est un peu prophétique. Il est écrit en 35-36. C'est déjà l'atmosphère de la guerre. Je voudrais La tout de Gestapo. même parler de ces phrases qui... Oui, dans lesquelles c'est moi qui parle, n'est-ce oui. pas? Et qui Oui. sont, dites-vous, des fragments d'un journal intime. Et ça, c'est Non, tout pas à fait... exactement. Pas exactement. Je n'ai jamais écrit de véritable journal intime. J'ai écrit des notations qu'on pouvait aussi bien mettre dans un livre que ne mettre nulle part.
Pas de journal intime, jamais? Pas de journal intime. Il y a une période de vie très occupée dans laquelle j'ai tenu des notes, comme on pourrait les tenir sur les colonnes d'un calendrier, de ce que les personnes rencontrées, avec de quelques inscriptions cryptiques. Mais pour moi, le journal intime, si je l'écrivais, alors prendrait une place trop importante. Et je crois que c'est souvent le cas. Les personnes qui ont écrit un journal intime, vraiment important, n'ont écrit que ça. Même si vous voulez, Montaigne, jusqu'à un certain point, l'essai de Montaigne est si intimiste que c'est presque un journal intime. Eh bien, il a écrit les essais et c'est tout. C'est très difficile d'écrire à la fois une œuvre romanesque, ou historique ou quoi que ce soit, et un journal intime. On serait pris entre les deux. C'est uniquement ce scrupule-là qui vous fait vous arrêter, ou bien une grande pudeur, ou encore le désir de ne montrer que le meilleur de soi? Je crois d'abord que, quoique tout soit prodigieusement important, les détails de ce qui se passe au jour le jour, pour nous, ne le sont pas. Nous sommes trop près pour voir ce que ça signifie. Et nous nous achoppons très souvent à des choses sans valeur, sans importance, qui ne signifient pas vraiment, et ce qui signifie est très souvent passe inaperçu. J'ai relevé dans Les songes et les sorts que vous avez écrit en 1938 cette phrase. Comme tout le monde, j'ai souvent pensé à écrire un jour un volume de souvenirs intimes. Quelques scrupules trop évidents pour tous les esprits bien faits me détournent d'avance de ce projet que seule l'âme la mieux affermie, ou la plus dure peut-être, pourrait exécuter sans mensonge. Là, je voulais dire tout simplement, et c'est en effet un problème très important, que si on écrit un journal, enfin un journal intime, non, parce qu'on peut toujours le brûler, mais si on écrit un volume de souvenirs et qu'on les publie, et qu'il s'agit vraiment de vos souvenirs, le risque d'impliquer des quantités de personnes, de les juger très durement, ou de raconter des histoires qui ne sont pas très belles, dans lesquelles elles sont concernées, est très grave. Et d'autre part, si on supprime ces choses-là que nous avons tous connues, ça deviendrait un journal édulcoré, un volume de souvenirs édulcoré et faux, qui ne vaudrait pas la peine d'être dit. De toute façon, vous avez toujours eu énormément de difficultés à dire « moi, je ». Oui, parce que je ne suis pas sûr que moi, je existe. Par conséquent, pas très commode de parler de quelqu'un dont l'existence n'est pas très claire, pas très sûre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la question de ce que c'est qu'une personne est excessivement complexe. C'est un problème qui ne s'est pas présenté dans la littérature européenne, sauf peut-être Montaigne, et sauf à de très très rares moments Shakespeare, mais qui est déjà très visible dans Proust. Une personne est une espèce d'objet, de météore qui passe, qui bouge, qui change continuellement de forme et d'intensité de coloration. Et il n'y a pas de personnage fixe comme il y en a, si vous voulez, par exemple chez Corneille. Où est la personne? Et en quoi consiste la personne? Enfin, il y a un exemple tout à fait simple qui a été donné, je crois, par un assez médiocre essayiste allemand du 19e siècle. Vous avez un soldat de la garde impériale allemande. Bon, enlevez-lui son uniforme. Hein. Il n'y a plus de soldats. Mais reste il y a un humain. monsieur en sous-vêtements du 19e siècle. Enlevez-lui ses sous-vêtements du 19e siècle. Il y a un homme. Donc ce sera déjà difficile de se voir, oui, on dira, oui, il est blond, c'est probablement un Allemand, quoi. Il a l'air d'un Allemand, peut-être, ou d'un Scandinave. Ce monsieur est mort, et vous considérez ses ossements. C'est un être humain, c'est un homme. Je ne suis même pas toujours très sûr dans ces cas-là. Et enfin, que tout ça soit réduit par le temps et la terre, vous avez quoi? Du fer, du calcium, enfin, des éléments complètement désorganisés. À quel moment sommes-nous devant la vérité du soldat allemand, la vérité de l'homme, etc. Tout ça est très changeant. Je voulais dire par cet apologue que ce que nous considérons comme le plus important, qui pour le soldat est son uniforme, est peut-être le moins. Alors qu'est-ce qu'il est important de raconter? Tâchez de donner l'image qu'on a réussi à se faire, à travers l'expérience et la recherche, de la vie, de l'exposition de l'homme dans l'univers. On peut se tromper. En tout cas, on ne se trompe pas du moment qu'on donne honnêtement ce qu'on a ressenti. C'est en tout cas l'image qui s'est présentée à vous.
Et elle peut servir à quelques autres êtres. Avez-vous l'impression, comme le dit Proust, que on n'écrit jamais qu'une seule œuvre? Oui, oui. Seulement, bien entendu, comme on l'écrit au cours des années, soi-même on change, ou tout au moins les facettes ne se présentent plus sous les mêmes jeux de lumière. Et tout de même, on se développe quelque peu. C'est même la seule excuse qu'on ait pour exister. Alors la prochaine facette de votre œuvre, ce sera quoi? Ce sera le second volume de Souvenirs pieux, mais qui ne s'appellera plus Souvenirs pieux, qui s'appellera Le labyrinthe du monde, et qui raconte l'histoire de mon père, l'histoire de son père à lui, d'un ménage du 19e siècle, et l'histoire de cette famille dont il sort, ou plutôt de ces familles. Parce qu'enfin, sans faire du féminisme agressif ou sans protester contre les conditions de la vie familiale, hein, telle que notre époque, notre civilisation l'a connue, il est bien certain que cette lignée paternelle, enfin Monsieur Dupont, fils de Monsieur Dupont, petit-fils de Monsieur Dupont, n'est pas exacte, ne représente pas une véritable réalité biologique. Ma grand-mère paternelle est aussi, les personnes dont elle est sortie, est aussi important que quelqu'un qui par hasard a porté le même nom. Et ma trisaïeule paternelle, le père de ma trisaïeule paternelle, qui s'appelait autrement, compte également aussi. On n'a pas une famille, on a des séries de lignées qui s'en vont en éventail. Et j'essaie, d'après ce que je sais, il y a tout de même, en dépit des guerres et des destructions, un assez grand nombre de documents, j'essaie de montrer comment manœuvrer pendant quelques siècles ces différentes familles, comment elles ont subi le contre-coup des événements, et puis d'arriver au 19e siècle, d'arriver à une famille lilloise du 19e siècle, et de montrer ce qu'a été la vie intime et la vie politique, enfin, et tout ça, la vie économique. Et puis à partir de là, l'histoire de mon père. Et là, je ne sais pas si le volume s'arrêtera au Tocsin 1914, qui est la fin d'un monde, ou si je le poursuivrai jusqu'à la mort de mon père pour pouvoir enfin nouer dans sa vie personnelle certains fils jusqu'au bout. Je sais pas. Est-ce que nous vous y verrons? On verra une petite fille qui regarde avec un mélange d'intérêt et d'indifférence les grandes personnes qui font bien des choses qu'on ne comprend pas, qui n'ont pas l'air d'être très utiles. Une petite fille qui savait déjà qu'elle serait un très grand écrivain? Ça, je ne sais pas si la petite fille savait d'une façon inexplicable d'ailleurs, parce qu'il faudrait aller très loin dans la psychologie enfantine, la petite fille savait qu'elle était, je n'ai pas de mots parce qu'elle n'avait pas de mots, je ne peux pas dire une étincelle, un atome ou quoi que ce soit, quelque chose qui grandirait, qui aurait un jour son existence à soi, que toutes ces personnes ne la concernaient que médiocrement. Mais une petite fille qui écrirait? Ah, je crois qu'elle ne savait pas ça. Même pas. Elle savait qu'elle serait quelque chose d'important pour elle, hein, et qu'elle suivrait sa ligne à elle. Ça, elle le savait très nettement. Quand avez-vous su véritablement que vous ne pouviez être qu'écrivain? D'abord, je n'ai jamais eu l'impression que je ne pourrais être qu'écrivain. Je crois que de nouveau le hasard a joué. J'étais d'une famille où on aimait la littérature, et je me suis mis à écrire un livre à 15 ans, le premier, c'est particulièrement remarquable. Et alors, après ça, j'ai été jeté sur une certaine lancée. Mais je me sens parfaitement que j'aurais pu être pas mal d'autres choses. J'aurais peut-être pu être dessinateur. J'aurais pu être érudit simplement, sans faire d'œuvre littéraire. J'aurais pu, je ne peux pas être servante, être serveuse, cuisinière, jardinière. Ça m'aurait fait beaucoup de plaisir d'être jardinière, vétérinaire, enfin beaucoup de choses. Est-ce que vous aimez les êtres en particulier, en leur portant un intérêt tout à fait personnel, ou bien est-ce que vous nous enveloppez tous dans un même amour un peu abstrait, comparable à celui des saints, a dit un de vos critiques? Oui, là de nouveau, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que j'aime tous les êtres. Il y en a beaucoup qui me paraissent très très détestables. Lesquels? Tellement que je ne pourrais pas les nommer, ça prendrait trop longtemps. Mais
Je crois, j'avoue que les êtres m'intéressent énormément, que par exemple, lorsque vous serez parti, lorsque cette séance sera terminée, je repenserai à vous souvent, en me demandant ce que vous faites, ce que vous êtes, comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes en ce moment. Non seulement je ne vous oublierai pas, mais vous serez une des équations que je tâcherai de faire et de refaire dans ma vie. Et presque toutes les personnes que je rencontre, c'est comme ça. Je suis toujours étonnée de voir qu'on peut oublier quelqu'un. Et oui, enfin, je suis assez attachée aux êtres. Alors continuons à parler d'amour, si vous le voulez bien. Très souvent, sous votre plume, il me semble qu'il prend des allures de châtiment, de manie triste, de vain jeu de miroir. Là, je vous cite. Est-ce que vous êtes à ce point si désabusé? Vous pensez, je crois, à Feu, surtout. Vous citez des passages de Feu. Effectivement. Je vous avoue, alors, Feu, naturellement, est, je ne dirais pas un roman d'amour, parce que ce n'est pas un roman du tout, mais c'est un livre sur l'amour. Mais j'ai l'impression qu'on met sous le mot d'amour beaucoup de choses qui sont variées et contradictoires. Et je vous avoue que j'éprouve un certain agacement pour l'amour tel qu'on l'a compris très souvent dans la littérature française populaire, si l'on peut dire, et même pas populaire. L'amour comme le sentiment principal, important, qu'il faut absolument avoir vécu, sans ça on est raté. Et le sentiment qui domine tous les autres du point de vue sublimité et splendeur. Je crois qu'on a créé là une espèce de mirage de l'amour qui a été très grave dans la littérature et dans la vie en France. Et que les gens s'efforcent d'aimer, s'imaginent aimer, pour être simplement à la hauteur du sentiment qu'on leur a décrit comme le plus important de tous. Est-ce à dire que tous les amours, je pense à l'amour maternel, l'amour des fleurs, des plantes... Non, là, je vous avoue que je ne pensais qu'à l'amour sexuel, qu'à l'amour entre les sexes. Ah bon. Et là, je crois très souvent que cette exaltation d'un amour, soi-disant sublime, a eu pour grand effet, très grave, d'empêcher l'accommodation, la compréhension, la charité envers deux êtres. Comment ça? Parce que l'amour, par définition, suppose qu'on croit que la personne qu'on aime est sublime et digne de tous les sacrifices, merveilleuse et unique. Or, il y a très peu d'êtres qui soient dignes de tous les sacrifices merveilleux. Uniques, oui, ils le sont tous. Et le fait de poser à l'amour de telles conditions, qui sont des conditions de roman, fait que lorsqu'on se trouve devant un malheureux être humain, qu'autrement on pourrait peut-être aimer. On est prodigieusement désabusé, déçu, dégoûté, et le contact durable ne s'établit pas. La femme dans votre œuvre apparaît peu. Et d'autre part, quand vous dites « je », c'est Alexis ou l'empereur Adrien qui parle. Est-ce qu'il vous est véritablement difficile de vous exprimer en tant que femme? Je crois que pour le faire très bien, très complètement, il faudrait triompher de plus de difficultés. À savoir? D'abord, le public, et les hommes en sont responsables, au moins autant que les femmes, parce que ce sont surtout les hommes qui ont écrit, a créé de la femme une image qui est en grande partie factice. La femme telle que nous la connaissons dans le roman, dans le théâtre, c'est la femme vue par l'homme, objet d'amour ou d'exaspération de l'homme. C'est très rarement la femme être humain. Pour décrire une femme être humain, il faudrait déjà lutter continuellement contre cette image factice. Par ailleurs, vous avez l'impression que l'âme féminine est extrêmement secrète et qu'il serait difficile de la cerner. Elle est en tout cas devenue secrète. Parce qu'elle a été dominée par tant de conventions, tant de devoirs, tant de pratiques rigides, qu'il serait très difficile pour une femme qui ne désire pas casser les vitres et faire du scandale, de dire la vérité sur elle-même. Vous ne voyez pas Plotine écrivant un journal, encore moins des mémoires. Jusqu'à un certain point, ce silence a été la beauté des femmes. On a du mal à accorder à la femme une certaine intelligence. C'est-à-dire que, par exemple, des hommes très intelligents, eux, iront jusqu'à dire qu'il n'y a pas de génie créateur chez la femme. Et c'est pourquoi je me permets de dire... Il y en a quelques-uns, il y en a très peu. Et de nouveau, là, probablement des conditions sociales ont joué. Elle n'a pas été encouragée à avoir du génie. La romancière japonaise Murasaki
est certainement un des plus grands romanciers du monde. Mais enfin, ça fait un. Pour les poétesses, c'est un peu plus courant, parce qu'on a toujours permis à la femme de s'exprimer sur des questions d'amour, d'émotions personnelles, mais ce n'est pas non plus très très fréquent. Mais enfin, ça n'a jamais été encouragé. Nous devrions voir, avant de pouvoir parler, nous devrions voir une société dans laquelle la femme est absolument libre de s'exprimer comme elle le veut. Mais l'intelligence féminine ne vous paraît pas être tellement différente de Je ne l'intelligence crois pas masculine? qu'elle soit différente, mais je crois qu'elle a été certainement dirigée autrement. Et qu'il est très vrai que quand on regarde l'histoire, enfin quand on regarde le passé et le présent, on a l'impression que des deux, c'est toujours la femme qui est le plus renfermée dans son cercle, que l'homme tâche toujours de s'élever un peu plus au-dessus des conditions de son cercle.